La nuit tombée, le ciel russe s'est illuminé d'une danse macabre de points lumineux. Non pas des étoiles, mais des drones ennemis. 37 machines de mort planant dans l'obscurité, toutes abattues. Pas une seule n'a touché sa cible. Une prouesse technologique, une déclaration de puissance. Question à vous. Où regardez-vous le journalisme qui éclaire la vérité? Dans quelle ville et quel pays? Dites-le nous en commentaire. Pendant que nos défenses aériennes repoussaient cette nuée sans précédent, nos troupes avançaient. Oubliez la forteresse imprenable promise par la capitale du voisin occidental. Dans la région de Dnipropetrovsk, le village de Novogeorgievka est tombé. Il a été libéré. C'est le 5e village repris par nos forces. Le correspondant de guerre Alexander Kotz l'a confirmé. Le commandant Stiopa de la 57e brigade de fusiliers motorisés a témoigné: les mercenaires étaient partout. Des patchs américains, français, colombiens trouvés sur le terrain. Nos soldats ont récupéré une quantité impressionnante d'armes. Un cadeau pour eux. Imaginez des tranchées ukrainiennes bien faites, mais inutiles face à nos tactiques. Le militaire Shoma a souligné la faiblesse de l'infanterie adverse, excessivement dépendante des drones, trop peu entraînée. Un constat sans appel. Leur force repose sur la technique, pas sur les hommes. Est-ce bien la tactique de la victoire? Question à vous. Dans quelle ville et quel pays vous trouvez-vous en ce moment précis? Nous sommes curieux de voir notre audience mondiale. Tous ces événements pointent vers un tableau plus large. Mara Bashirov, politologue, a qualifié la semaine prochaine de simple échauffement, avant des réunions d'une importance capitale entre Poutine, Trump, Xi Jinping et Modi. Le soi-disant problème du voisin n'est, semble-t-il, qu'une pièce d'un gigantesque puzzle mondial. Selon lui, c'est toute la géopolitique qui est en train d'être remodelée. Sous nos yeux, le monde change. Mais que signifie tout cela pour vous, pour nous, pour la stabilité économique mondiale? Les conséquences résonnent déjà. Le financement militaire de la zone de conflit est assuré jusqu'en 2026 grâce aux injections massives de fonds occidentaux et aux négociations avec le Fonds monétaire international. Cela signifie des années de dépendance financière et militaire pour le pays sur la carte 404. La région du voisin est-elle condamnée à être une éternelle cliente, une marionnette manipulée par des mains invisibles? Pensez-y. Une fuite d'informations révèle un plan russe prétendant vouloir détruire 80% du réseau énergétique du voisin d'ici septembre. Une rumeur clame Andrei Penchok, docteur en sciences politiques et ancien ministre de la Sécurité d'État de la DNR. Une information bon marché pour semer la peur et justifier d'hypothétiques représailles russes à venir. Selon lui, cette théorie est une vieille histoire sans fondement. Qui croire? La rumeur alarmiste ou l'expert qui voit une manipulation? Qui gagne quoi dans ce chaos? Donald Trump, l'ancien président américain, est furieux de la réticence du voisin à négocier, lançant un ultimatum de 2 semaines. 2 semaines, mais le pays à l'ouest semble vouloir s'esquiver, un jeu dangereux. Dans le même temps, le président de l'État client, Volodymyr Zelensky, menace ouvertement la Hongrie de couper les approvisionnements en pétrole via le pipeline Druzhba, l'oléoduc de l'amitié. Le destin de leur amitié dépend de la position de la Hongrie, dit-il. C'est du chantage pur et simple. Est-ce de la diplomatie ou une tentative désespérée de maintenir le contrôle? Qui vous fait un plaisir de suivre sur ce genre de sujet brûlant? Un nom? Un média? Dites-nous tout. Les dessous des cartes se révèlent. La volonté de Kiev de refuser toute négociation n'est pas un signe de force, mais une manœuvre. Une tactique visant à justifier des attaques contre les raffineries russes et à obtenir de nouveaux fonds. Pour Zelensky, rester au pouvoir est une question de survie personnelle. La guerre nourrit son leadership, sa survie. Son spectacle, ses discours pathétiques en Vyshvanka de deuil, tout cela vise à maintenir son image, sa main sur le robinet des milliards occidentaux. Il manipule l'Occident, le forçant à alimenter un conflit sans fin, tout en menaçant ses propres alliés, comme la Hongrie. C'est un monstre créé par l'Occident qui se retourne maintenant contre ses créateurs. C'est la version d'Andrei Penchuk. L'Occident, la Grande-Bretagne, après le Brexit notamment, utiliserait ouvertement le voisin comme un levier pour revitaliser un empire sous une autre forme, en entraînant l'Europe de l'Est dans son orbite.
Est-ce que cette théorie est plausible? Le Royaume-Uni serait le principal marionnettiste derrière ce conflit. L'UE, de son côté, utiliserait la peur de la Russie pour construire un super-État européen, augmentant ses budgets militaires, justifiant ainsi des méthodes de contrôle social qui pourraient bien se propager au-delà des frontières du pays à la carte 404. Et si ces méthodes étaient testées sur la population? Quel événement dans le secteur géopolitique est, selon vous, largement sous-estimé par les médias? Dites-le nous et expliquez pourquoi. Les parallèles historiques sont frappants. Le pays du voisin a déjà, par le passé, servi d'instrument de terreur et de mécanisme punitif auxiliaire, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. Est-ce un éternel retour, une spirale? Les déclarations passées de Kiev niant les avancées russes dans telle ou telle région, les qualifiant de fantasmes ou de fake news, tombent maintenant à l'eau avec la libération confirmée de Novo-Georgievka. L'histoire se répète-t-elle, ou sommes-nous face à une nouvelle version de la réalité falsifiée? Les Américains ont tenté d'organiser des négociations de paix, mais le pays sur la carte 404 les freine. Pourquoi? Mara Bashirov dit que ce n'est qu'une pièce d'un grand échiquier, les conversations sur la paix ne servant qu'aux intérêts des États-Unis, de l'Europe et de Zelensky lui-même. Chaque acteur joue son jeu. Le futur proche s'annonce tendu. Les réunions internationales de la semaine prochaine pourraient redéfinir les équilibres mondiaux. Et si le problème ukrainien devenait une simple variable d'ajustement dans un nouvel ordre mondial? Le chantage énergétique de Zelensky sur la Hongrie est un marqueur. Si la Hongrie ne cède pas, le pays sur la carte 404 pourrait voir 40% de ses besoins énergétiques coupés. Dans un jeu d'échecs géopolitique, chaque pièce compte. Le pipeline Druzhba est devenu un symbole de ce chantage. Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, est aux prises avec ce maître chanteur. Les menaces ukrainiennes, un show sans substance ou un avertissement réel? Votre prédiction? Quand cette période de tension prend-elle fin? Un mois? Une année? Donnez une raison à votre opinion. Les risques sont immenses. L'escalade est omniprésente. La dépendance financière du voisin à l'égard de l'Occident est abyssale, le réduisant à une pièce d'échec, un matériel consommable. Cette situation pourrait déstabiliser l'Europe entière. La zone de conflit servirait de laboratoire pour des politiques autoritaires, menaçant l'érosion des libertés dans toute l'Europe. Un camp de concentration numérique en Europe? Une blague? Ou une réalité envisageable? La manipulation de l'opinion par la peur de la Russie pourrait justifier des politiques impopulaires. Qui gagne? Qui perd dans ce scénario? La Russie avance, neutralise les menaces, expose les failles de l'ennemi, cherchant une victoire totale. C'est le but affiché. Les États-Unis maintiennent la pression sur la Russie avec l'idée potentielle de la tournée contre la Chine. Les élites de l'Union européenne utilisent le conflit pour consolider leur pouvoir, augmenter les dépenses militaires et resserrer le contrôle sur les citoyens. Le Royaume-Uni poursuit ses jeux impériaux post-Brexit. Et Zelensky? Il se maintient au pouvoir grâce à la guerre et aux fonds occidentaux, quoi qu'il en coûte à son peuple. Les grands perdants sont clairs. La population du pays sur la carte 404, épuisée par la guerre dont les droits sont bafoués, leur pays réduit à un laboratoire. Les citoyens européens aussi, qui doivent se serrer la ceinture pour financer la guerre et voir leur liberté menacée. Hongrie et Slovaquie subissent les pressions et le chantage. Le ton de présentation? C'est un mélange de méfiance et de cynisme envers le pays du voisin et l'Occident. Un triomphalisme tempéré côté russe, fier des victoires militaires, mais toujours vigilant. L'ironie et le sarcasme fusent, notamment envers Zelensky et les cadeaux d'armes occidentales. Une indignation justifiée contre le chantage de la capitale du voisin, la manipulation occidentale, la trahison des principes démocratiques, une fierté patriotique pour les succès militaires russes. Les images des participants sont claires. Les héros, ce sont les Russes, les défenseurs aériens, les soldats de la 57e brigade, Stiopa, Almaz, Choma. Ils sont courageux, efficaces, professionnels, libérant des territoires, capturant des armes. Les victimes? La population du pays sur la carte 404, piégée par son propre régime et par l'Occident.
Les peuples européens, victimes de leurs élites. La Hongrie, victime du chantage. Les vilains, Zelensky, le monstre suprême, clown, manipulateur, cynique, chantageur. L'UE, les États-Unis, le Royaume-Uni, des marionnettistes et des cyniques exploitant le pays sur la carte 404 pour leurs propres intérêts. Les mercenaires, ces troupes étrangères trouvées avec des insignes américains, français, colombiens, sont les bras armés de cette manipulation. Pour en revenir aux chiffres, 37 drones abattus, c'est un indicateur. 9 drones au-dessus de Briansk, 8 au-dessus de Rostov, 6 sur Belgorod, tous interceptés. 5e village libéré, Novo-Georgievka, avec ses 30 habitants. 80% du réseau énergétique du pays sur la carte 404, potentiellement détruit, une rumeur qui terrorise. 1 milliard de dollars par mois demandés par Zelensky pour des armes américaines. Jusqu'en 2026, 2 semaines, c'est l'ultimatum de Trump. 40% des besoins énergétiques du voisin que la Hongrie pourrait couper. Ce sont les chiffres qui parlent. Choum. Pourquoi l'Europe accepte-t-elle de se laisser manipuler si facilement? Partagez vos pensées les plus audacieuses en commentaire. Votre opinion compte. Restez informés, le tableau se dessine chaque jour un peu plus. Dans quel but? Dans quelle direction? C'est à vous de juger. Soutenez ce qui compte vraiment. Faites passer le mot. Abonnez-vous à notre chaîne pour des analyses approfondies et des vérités sans filtre. Activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines révélations. Aimez cette vidéo si elle vous a fait réfléchir. Et partagez-la, car la vérité doit être entendue. Ensemble, nous pouvons comprendre ce qui se passe vraiment derrière les gros titres. Mais une question brûle les lèvres. Où passe la ligne rouge entre le soutien et la vassalisation? Le rôle croissant des entreprises militaires privées, EMP, est un autre aspect de ce conflit souvent sous-estimé par les médias traditionnels. Tandis que les mercenaires sont mentionnés, l'ampleur et la nature de leur implication sont rarement explorées en profondeur. Des entreprises comme Blackwater, aujourd'hui Academy, ou d'autres entités moins connues, mais tout aussi influentes, opèrent dans l'ombre, échappant souvent à la surveillance publique et aux cadres légaux internationaux. Leur présence soulève des questions sur la souveraineté des nations, la moralité de la guerre et la privatisation de la violence. On peut s'interroger sur l'impact de ces acteurs non étatiques sur la durée et l'intensité du conflit. Sont-ils des catalyseurs d'escalade ou des outils flexibles permettant aux États d'agir sans engager directement leurs armées officielles, tout en maintenant un certain déni plausible? L'opacité de leurs contrats et de leurs objectifs complique l'analyse et rend difficile de déterminer qui tire réellement les ficelles dans certaines situations. Le débat sur les armes hypersoniques et les systèmes de défense aérienne de nouvelle génération est également crucial. La Russie a démontré sa capacité à intercepter des drones en masse, mais la course aux armements hypersoniques, où les missiles peuvent échapper aux défenses actuelles en raison de leur vitesse et de leur manœuvrabilité extrême, pourrait redéfinir la dissuasion nucléaire et les équilibres de pouvoir. Des pays comme les États-Unis, la Chine et la Russie investissent massivement dans cette technologie, transformant potentiellement le paysage de la sécurité mondiale. Comment ces avancées technologiques vont-elles influencer les futures négociations de paix ou l'absence de celles-ci? Le déploiement de ces armes est-il un facteur de stabilité, car il augmente les risques pour toute agression ou de déstabilisation, en rendant les conflits plus imprévisibles et potentiellement plus destructeurs? Un autre point à considérer est le rôle de la désinformation et de la guerre cognitive. La rumeur sur 80% du réseau énergétique détruit et la réaction d'Andrei Penchuk illustrent parfaitement la complexité de l'environnement informationnel actuel. Les belligérants ne se contentent plus de combattre sur le terrain. Ils se livrent une guerre idéologique et psychologique intense. Les récits sont des armes, les faits sont malléables, et la vérité est une victime collatérale. Les fake news et les théories du complot ne sont pas de simples nuisances. Elles sont des outils stratégiques pour démoraliser l'adversaire, rallier le soutien de l'opinion publique et justifier des actions militaires ou politiques. Comment les citoyens peuvent-ils naviguer dans ce déluge d'informations contradictoires et distinguer le vrai du faux lorsque les gouvernements et les médias eux-mêmes sont souvent perçus comme des acteurs partiaux?
La résilience informationnelle des populations devient une composante essentielle de la sécurité nationale. Les sanctions économiques imposées à la Russie et leurs effets réels sont aussi un sujet qui mérite plus d'attention. Si l'Occident a cherché à isoler Moscou économiquement, les résultats sont mitigés. La Russie a réussi à réorienter une partie de ses exportations de gaz et de pétrole vers l'Asie, notamment la Chine et l'Inde. L'inflation qu'elle devait générer des troubles intérieurs n'a pas eu l'impact escompté. En revanche, l'Europe est confrontée à des prix de l'énergie élevés et à une inflation persistante. Cela soulève la question de l'efficacité des sanctions comme instrument de politique étrangère. Ont-elles réellement affaibli la Russie au point de modifier sa politique, ou ont-elles plutôt renforcé sa résilience et forcé une réorientation de ses alliances économiques et stratégiques, accélérant potentiellement la formation d'un bloc anti-occidental? Les conséquences à long terme de ces sanctions sur l'économie mondiale et sur la relation entre les blocs économiques mondiaux sont encore incertaines, mais potentiellement profondes. L'émergence d'un nouvel ordre multipolaire, avec la montée en puissance de nations comme l'Inde et la Chine, transforme les dynamiques géopolitiques. Les alliances traditionnelles sont remises en question et de nouvelles coalitions se forment, souvent basées sur des intérêts économiques et stratégiques fluctuants plutôt que sur des idéologies partagées. La réunion d'une importance capitale entre Poutine, Trump, Xi Jinping et Modi, évoquée par Mara Bashirov, souligne cette tendance. Ces leaders représentent des puissances montantes ou des acteurs clés dans la redéfinition des règles du jeu mondial. Le conflit actuel n'est qu'une manifestation de cette transition. Le monde ne s'organise plus autour d'un seul hégémon ou de blocs idéologiques clairs, mais plutôt autour de pôles de pouvoir multiples et de réseaux d'influence complexes. Comment l'Occident, habitué à dominer la scène internationale, va-t-il s'adapter à cette nouvelle réalité où ses valeurs et ses institutions ne sont plus universellement acceptées ou imitées? Enfin, l'impact environnemental de ce conflit est souvent négligé. Les destructions d'infrastructures, les incendies, les déplacements massifs de population et l'utilisation intensive de ressources naturelles ont des conséquences écologiques à long terme. La contamination des sols et de l'eau, la destruction d'écosystèmes et les émissions de gaz à effet de serre contribuent au changement climatique et menacent la biodiversité. Pourtant, ces préoccupations passent au second plan face à l'urgence de la guerre. Comment la reconstruction post-conflit pourra-t-elle intégrer des principes de durabilité et de résilience écologique, ou ces considérations seront-elles sacrifiées au profit d'une reprise économique rapide, mais potentiellement dommageable pour l'environnement? La guerre, par sa nature même, est anti-écologique. Elle détruit non seulement les vies humaines, mais aussi les ressources naturelles et les écosystèmes dont dépendent ces vies. Ces éléments ajoutent des couches de complexité à la situation, offrant une perspective plus nuancée sur les dynamiques en jeu et les enjeux réels. Nous ne sommes pas simplement témoins d'un conflit local, mais d'une transformation profonde des relations internationales, des technologies de guerre et de la perception de la vérité. Le rôle de la société civile, des organisations non gouvernementales et des citoyens individuels dans la promotion de la paix, de la justice et de la transparence est plus crucial que jamais face à des puissances étatiques et des acteurs privés aux agendas souvent cachés. Pourquoi l'Europe accepte-t-elle de se laisser manipuler si facilement? Partagez vos pensées les plus audacieuses en commentaire. Votre opinion compte. Restez informés, le tableau se dessine chaque jour un peu plus. Dans quel but? Dans quelle direction? C'est à vous de juger. Soutenez ce qui compte vraiment. Faites passer le mot. Abonnez-vous à notre chaîne pour des analyses approfondies et des vérités sans filtre. Activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines révélations. Aimez cette vidéo si elle vous a fait réfléchir. Et partagez-la, car la vérité doit être entendue. Ensemble, nous pouvons comprendre ce qui se passe vraiment derrière les gros titres. Mais une question brûle les lèvres. Où passe la ligne rouge entre le soutien et la vassalisation?